Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, nous passerons en revue les dossiers chauds avec Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Et puis l'interview sera consacrée à Martin Stéphan, directeur général délégué de Carbios, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité Jamila El-Bougrini, analyste spécialiste des biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, on avait envie de commencer avec vous par faire le point sur cette course au vaccin Covid-19. On a le peloton de tête, allez, on va dire Moderna, BioNTech, CureVac. Derrière, on a aussi des biotech françaises qui sont un petit peu sorties du rang en proposant là aussi leurs produits avec des cours de bourse qui ont fortement réagi. Je pense à AB Science ou à Biofitis. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous de cette course au vaccin? Qui sont pour vous les sociétés qui sont les mieux placées? Et puis peut-être un focus aussi justement sur les sociétés françaises. Effectivement, la course au vaccin, c'est un petit peu le momentum, enfin en tout cas le sujet d'actualité du moment dans la biotech, pour différentes raisons. Alors comme vous l'avez évoqué, dans le domaine de la biotech, celles qui sont en tête, toutes ne sont pas européennes. On a effectivement CureVac et BioNTech. Qui sont allemandes, qui est coté. Pardon ? Qui sont allemandes. Les deux Voilà. effectivement sont allemandes. Ensuite, on a l'américaine, donc Moderna. En revanche, si vous élargissez et que vous intégriez les sociétés pharma, vous avez des sociétés qui sont quand même un peu plus avancées. Donc, en termes de programme, en tête, on a effectivement Moderna, BioNTech avec Pfizer et le programme mené par AstraZeneca avec Oxford. Et effectivement, donc, la course qui connaît quand même quelques petits ralentissements. Oui. Pour différentes raisons. Alors, certains relèvent clairement de la science et du réglementaire, d'autres relèvent d'aspects un peu plus politiques. D'accord. Mais voilà, il y avait un engouement qui reste toujours d'actualité, mais qui, encore une fois, connaît quelques ralentissements, puisque récemment, donc, la FDA a publié de nouvelles guidelines, donc, semaine dernière, justement pour donner des recommandations qui étaient un petit peu plus strictes que ce qu'elle avait annoncé jusque-là, justement dans un souci en fait, de transparence vis-à-vis de la population, puisque quelques inquiétudes commençaient quand même à remonter, notamment sur le fait qu'on ait une urgence et une volonté de la part du gouvernement Trump de mettre sur le marché, avant les élections, un premier vaccin. Donc voilà, quelques inquiétudes sur la safety, puisque bon... En termes d'efficacité, au pire, on a un produit qui ne fonctionne pas. Oui. Par contre, en termes de safety, il faut quand même s'assurer de certaines choses en termes de sécurité. Et le fait de vouloir sortir dans un temps record un vaccin pour lesquels, en fait, certains sont des technologies très innovantes, donc pour lesquelles on n'a aucun track record, voilà, on avait quand même quelques soucis en termes de transparence. Donc là-dessus, la FDA s'est prononcée. Il y a quelques sondages qui ont été également faits et ce qui ressort, c'est que près de la moitié de la population américaine se prononce comme n'étant pas favorable à un vaccin, quand bien même un produit serait approuvé d'ici la fin d'année. Donc voilà, tout ça pour dire que sur le vaccin, on a quand même de plus en plus de défiance de la part de la population, de la part des acteurs et de la part des agences réglementaires. Donc voilà, ça remet en perspective le fait qu'on ait des acteurs qui, eux, plutôt que de traiter l'aspect vaccin, donc prophylaxie, vont traiter plutôt l'aspect thérapeutique. Oui. Et donc, comme vous le disiez, on a quelques sociétés françaises, dont celle que vous avez évoquée, qui se positionnent justement sur ce créneau thérapie, qui a du sens, puisque de toute manière, un vaccin peut coexister avec un traitement sans aucun problème. Oui. Ça, c'est la première des choses. Que le vaccin ne concerne que des personnes qui n'auraient pas encore été contaminées, donc il faut quand même adresser toutes les personnes qui sont aujourd'hui contaminées et qui pourraient effectivement l'être ou devenir. Donc, tout ça n'est pas un problème. Voilà, tout ça pour mettre en perspective le fait que des sociétés qui développent des produits qui jusque-là n'adressaient pas forcément le Covid ou même le domaine de l'infectiologie repositionnent leur technologie pour essayer de trouver un traitement ou une solution au Covid, ça a tout à fait son sens. Donc, une approche empirique globale, compte tenu de la situation, du fait qu'on a une pandémie qui est toujours active, qu'on n'a toujours aucune solution thérapeutique et aucun traitement ou en tout cas de vaccins disponibles, ça a tout son sens. Donc, effectivement, des sociétés comme Biofitis ou AB Science proposent aujourd'hui de traiter, en tout cas d'évaluer leur technologie dans le Covid. Et ça a son sens, et c'est effectivement pour ça, comme vous disiez, que les cours de bourse ont fortement monté. Mais d'autres sociétés de la place Euronext sont aussi très actives dans le domaine, notamment des sociétés
Pardon ? On pourrait parler de Valneva notamment, hein, qui aussi développe un vaccin. Exactement, Valneva dans le domaine de la vaccinologie, Osée Immunothérapeutique, c'est également dans le domaine du vaccin. Et dans le domaine du traitement, vous avez également Innate Pharma. Et ces trois dernières qu'on vient de citer, elles ont d'autant plus de légitimité qu'elles travaillent déjà de façon historique dans tout ce qui est infectiologie, donc traitement de virus et d'infections, ou alors pour des sociétés comme Innate Pharma et Osée Immunothérapeutique, travailler sur la modulation du système immunitaire, ce qui est évidemment une approche très très solide dans le traitement du Covid. Jamila, vous entendez comme moi, les gens disent souvent, peut-être vous l'entendez autour de vous, oh là là, la société qui va trouver le vaccin, elle va décrocher la timbale, ça va être un pont d'or, vraiment, ça va être un truc incroyable. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est pas un peu un cliché ? Non, c'est vrai, puisqu'effectivement, ce vaccin-là est très attendu. Maintenant, ce qu'il faut apporter comme nuance, c'est que ce vaccin-là remportera effectivement le jackpot à condition qu'il remplisse tous les prérequis exigés par les agences réglementaires et également par la population. Parce que, comme je vous disais, on a de plus en plus de défiance de la part de la population, donc ce ne sera pas le tout, en fait, d'avoir un vaccin qui soit prouvé. Il faut encore que les gens acceptent de se faire vacciner. Donc, pour ça, il faut une vraie caution confiance, à la fois de la part des agences réglementaires. Donc, comme je vous disais, la FDA qui a quand même resserré ses guidelines pour s'assurer, à la fois en termes de safety et à la fois en termes d'efficacité, qu'on ait vraiment un cadre qui soit vraiment respecté. Et en face de ça, une population qui est certes inquiète de l'évolution de cette pandémie, mais qui reste aussi inquiète de ce qu'elle pourrait s'administrer. Et donc, un vaccin qui serait approuvé devra quand même démontrer différentes choses pour que les patients acceptent de se faire vacciner en toute confiance. Ouais, il va falloir la confiance. On voulait parler aussi avec vous de cette envolée en bourse hier, l'envolée de GenFit. Alors, il faut nuancer, bien sûr, parce que GenFit a beaucoup souffert après l'échec de l'Afibranor dans la NASH. Mais voilà, il y a eu cette annonce hier dans le diagnostic avec un laboratoire. Quelle est l'ampleur de cette nouvelle ? Il y a eu un fort rebond du titre. On n'a pas encore de médicaments dans la NASH, donc finalement on pourrait se dire à quoi sert un diagnostic sans médicaments. Comment ça peut participer, selon vous, au redressement ou pas de GenFit ? Alors effectivement, cette annonce hier disait qu'il y avait un nouveau contrat qui avait été signé avec son partenaire, donc LabCorp, partenaire avec lequel elle travaillait déjà sur ce test diagnostic dans le cadre d'essais cliniques. Donc là, ce nouveau contrat en fait porte sur la population globale, donc en dehors des essais cliniques. Donc ça participe au redressement de GenFit dans le sens où ça laisse entendre que les efforts qui ont été accomplis dans le programme pour développer justement ce test a toujours un potentiel. Et ceci d'autant plus qu'on sait que dans la NASH, en fait, le diagnostic est un énorme enjeu parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le boulot d'étranglement en fait, dans la NASH. C'est qu'on sait que pour estimation, on a une personne sur 8 aux États-Unis qui serait touchée par la NASH et on aurait moins de 20% en fait, de la population qui serait vraiment diagnostiquée et donc adressée. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 80% encore de patients qui s'ignorent et qui devraient normalement être diagnostiqués et donc pris en charge, à défaut d'avoir un traitement pour la maladie. Travailler sur différents leviers, notamment sur la prise de poids, choses comme ça, ou sur les aspects alimentaires et régime alimentaire et hygiène de vie. Donc, le fait d'avoir un test diagnostic qui permette justement d'adresser ces patients-là, et ce, de façon non invasive, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la seule façon de diagnostiquer de façon fiable les patients atteints de la NASH, c'est la biopsie, donc ce qui reste relativement lourd et cher. Donc, avoir un test qui, sur une simple prise de sang, permette d'identifier les personnes à risque qui pourraient présenter déjà une NASH présente et exprimée, ça a évidemment un énorme intérêt. Alors, comme vous le disiez, la grosse limite aujourd'hui, c'est que l'intérêt d'avoir ce genre de test, c'est d'avoir en face un traitement qui existe. Exactement, parce que c'est pas le tout de diagnostiquer les patients. Si on n'a aucune solution thérapeutique à leur offrir, c'est quand même assez fâcheux. Néanmoins, il y a quand même un gros marché aujourd'hui aux États-Unis.
puisque, juste pour rappel, en fait, la pioglitazone est le traitement qui est celui qui est recommandé par les praticiens et les cliniciens jusque-là, et il est administré chez les patients US en off-label, puisqu'il a été approuvé pour le diabète de type 2, mais il a montré des efficacités dans la NASH. Et il a été, donc il continue à être prescrit aux États-Unis, alors que ce produit est interdit en Europe et en France à cause d'effets secondaires assez sévères. Donc, il y a un marché aux US parce qu'on a un produit, certes en off-label, mais qui existe, qui est là. Ouais. Exactement. Donc, effectivement, il y a un marché. Après, s'il fallait remettre en perspective les prochains traitements qui pourraient arriver sur le marché dans la NASH, on a quand même des sociétés qui sont aujourd'hui relativement bien positionnées, qui sont bien avancées, notamment la française Inventiva, donc, qui avait démontré des résultats de phase 2B très, très prometteurs. Et puis, vous avez d'autres acteurs comme Novo Nordisk, pour qui en fait, le produit semaglutide a également démontré des résultats assez intéressants. Donc, on a la perspective d'avoir un produit qui pourrait être mis sur le marché dans le meilleur délai entre 2024 et 2025. Donc, le fait de pouvoir installer ce test diagnostic et d'évangéliser en tout cas les praticiens, en attendant que ces traitements-là arrivent, il y a quand même effectivement une approche intéressante. Une approche intéressante. J'avais envie de finir avec vous sur ce nom Nyxoah, une medtech qui a levé beaucoup d'argent déjà à 85 millions d'euros et qui s'introduit en Belgique. La Belgique qui... pour le coup, a été vraiment capable de faire éclore des success stories dans le domaine des biotech, medtech. Ils ont un secret qu'on n'a pas, les Belges. Alors, ils ont un secret, les Belges probablement. En tout cas, ils ne l'ont pas partagé encore avec c'est dommage, Français. C'est assez dommageable, effectivement. Effectivement, il y a des success stories côté Belgique, même si il ne faut pas occulter le fait qu'il y a eu quand même aussi quelques échecs. Après, je pense que ce qui joue réellement du côté belge, c'est vraiment l'écosystème qui est très différent de celui qu'on a en France. Alors, par écosystème, ça inclut beaucoup de parties prenantes et d'acteurs différents, donc à la fois les développeurs, donc les biotechnologies, mais également les financeurs, donc les VC. La Belgique est connue pour avoir des fonds VC assez puissants et aussi très portés sur la biotech. Donc, c'est des gens qui font des vraies due diligence et qui ont une bonne connaissance de la santé, mais surtout qui ont une stratégie très sélective qui est d'aller chercher quelques dossiers et de les financer dans la durée et de façon assez massive. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, et c'est ce qui fait défaut, c'est qu'on a en France effectivement quelques pépites, mais par défaut de financement, elles finissent par prendre beaucoup de retard sur leur développement, et donc elles n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir s'autoriser de faire des échecs, puisqu'on est dans le domaine de l'innovation, du développement, donc forcément les échecs font partie de façon inhérente de la vie d'une société de biotech. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en France, souvent, les sociétés de biotech vivent leurs échecs au grand jour, puisqu'elles sont souvent déjà cotées, justement parce que par défaut de financement... Elles ont été introduites peut-être un peu trop tôt, oui. Exactement. Alors qu'en Belgique, elles auront eu l'occasion de faire leurs échecs en off, entre guillemets. Arriver plus mature, peut-être, c'est ça, sur le marché. Effectivement. Du coup, comme elles bénéficient de ces financements, elles n'ont pas besoin d'aller chercher le financement au travers de la bourse. Et quand elles décident d'aller en bourse, c'est vraiment parce qu'elles ont acquis un niveau de maturité suffisant pour justement ouvrir leur capital à d'autres profils d'investisseurs. Et du coup, elles sont beaucoup moins sujettes à ce genre d'échec. Et puis après, vous avez d'autres effets aussi qui relèvent de l'administratif. Notamment en France, on sait qu'on a une très bonne science, mais on a un vrai problème en termes de transfert technologique. Et on sait que des fois, on a des batailles qui durent des années sur la paternité des brevets, des propriétés intellectuelles, ce qui c'est pas forcément le cas en fait en Belgique, où les discussions et les interactions entre les différents acteurs est un peu plus fluide, et peut-être que l'intérêt est plus porté sur la technologie et son potentiel, plutôt que d'aller décider à qui revient et quelle part revient à chaque acteur. Voilà. Donc je pense qu'on perd un petit peu de temps aussi en France sur ces points-là, et du coup ça explique certaines choses qu'on connaît aujourd'hui. Un mot peut-être rapidement, on va quand même aussi, on parlait de cette IPO en Belgique. Aux États-Unis, c'est toujours la fête, avec encore de nombreuses introductions de biotech au Nasdaq. Là aussi, un marché vraiment d'une santé insolente.
Absolument. Donc, on est en train de connaître un nouveau boom de la biotech aux États-Unis. Ouais. Alors, je pense que ça, c'est effectivement poussé et accéléré par l'effet Covid, puisque l'un des avantages, s'il fallait en trouver un à cette pandémie, c'est que ça a remis en lumière un petit peu le secteur de la biotech et de la santé au sens large. Et ça a permis de redonner un petit peu de couleur à ce secteur et à remettre au cœur des choses la vocation de la biotech. Et effectivement, l'année 2020 s'annonce comme une année record, puisque à fin août de cette année, oui, on avait 56 IPO biotech réalisés au Nasdaq. 56, hein. Oui. Ah, il faut qu'on s'arrête un moment sur ce chiffre qui est incroyable. Ce chiffre est incroyable, qui est déjà supérieur à ce qu'on a connu en 2019, donc côté Nasdaq. Et pour un montant cumulé qui dépasse le 11 milliards de dollars. Donc, ouais, voilà, c'est à la fois en quantité et à la fois en quantité de sociétés et en quantité de montants levés. Hein. De fonds levés, ouais, exactement. On est sur une année record. Donc, effectivement, encore une fois, c'est l'effet Covid. Et il est très probable, même si aujourd'hui, on n'a encore rien d'annoncé côté Euronext, qu'on ait effectivement une reprise du primaire dans le secteur sur Euronext et plus largement sur l'Europe. Mais effectivement, il est probable que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on ait du primaire, en tout cas des IPO qui s'annoncent dans le secteur, notamment dans le domaine du Covid, mais pas seulement, parce que comme on l'évoquait, encore une fois, on a retrouvé la vocation du secteur et oui, on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pathologies, malheureusement, qui restent encore médicalement insatisfaites. Donc, on sait qu'il y a un gros effort à faire à ce niveau-là. Donc, voilà, notamment, pendant très longtemps, on avait annoncé l'année 2019, l'année 2018 comme étant les années de la NASH. Oui. Je pense que voilà, il y a eu quelques nouvelles, toutes pas forcément positives dans le domaine. En tout cas, le mérite de sociétés comme Intercept et GenFit, c'est d'avoir vraiment permis de sensibiliser la population et plus largement en fait les praticiens également et vraiment apporter un aspect pédagogique sur ce qu'étaient les maladies du foie. Et on se rend compte qu'aujourd'hui les maladies du foie, donc on parle souvent de la NASH, mais il n'y a pas que la NASH, que les maladies du foie sont très sous-investies en termes d'efforts R&D. Et on sous-estime aussi l'impact de ces maladies, puisque il faut savoir que le foie, en fait, on ne peut pas vivre sans. Donc, c'est un organe qui a l'incroyable propriété de pouvoir se régénérer, mais il y a des pathologies silencieuses qui font que les patients arrivent souvent à des stades assez avancés avant qu'on se rende compte que c'est trop tard. Et donc, la transplantation ne suffit pas à répondre aux besoins. Donc, on est vraiment en train de réaliser, de prendre conscience que les maladies du foie sont vraiment un domaine qui doit vraiment être investi. Donc voilà, typiquement, on parlait des IPO côté Nasdaq. La dernière en date, elle date de vendredi dernier, c'est Aligos Therapeutics qui traite justement les maladies chroniques du foie, notamment la NASH, mais également l'hépatite B. Donc voilà, il y a un sujet qui est intéressant et qui commence à devenir un hot topic de plus en plus dans la biotech. Hot topic, et puis je retiens que voilà, peut-être que nous aussi en Europe, on va enfin revoir des introductions de biotech arriver sur le marché français. Merci Jamila d'avoir été avec nous pour ce point d'actualité. Avec plaisir, merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Martin Stéphan, directeur général délégué de Carbios. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, Carbios, un mot pour vous présenter quand même, parce que c'est un peu différent des biotech qu'on a d'habitude dans le journal des biotech. On s'intéresse plutôt au domaine de la santé. Là, on pourrait parler du domaine de l'environnement, de la chimie verte. Carbios, vous êtes spécialiste dans la mise au point de technologies de recyclage biologique, et notamment donc du plastique, du PET, le polytéréphtalate d'éthylène. Alors, je crois que c'est d'ailleurs le deuxième plastique le plus produit au monde. Je crois qu'on en produit quasiment 70 millions de tonnes par an pour fabriquer des bouteilles d'eau, de soda, des cosmétiques, même des t-shirts, parce que je crois qu'il rentre plus ou moins en compte dans la fabrication du polyester. Pour ça, vous utilisez une enzyme qui va dégrader le polymère en monomère pour le repolymériser, le recombiner par la suite. Un processus qui va vous permettre de retrouver les qualités, les conditions du PET original. Et vous parlez même d'un recyclage à l'infini. Voilà, je ne me suis pas trop planté dans ma présentation de Carbios. Non, pas du tout. C'était une excellente présentation. Donc, comme vous l'avez dit, Carbios est la première et la seule société au monde à avoir mis au point des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques.
que beaucoup de gens pensent que le plastique est un problème. En fait, le plastique, c'est une solution. Le problème, c'est le déchet en plastique. On ne s'est pas assez posé la question de la fin de vie des plastiques. Depuis maintenant 70 ans qu'on fabrique du plastique. Aujourd'hui, on en fabrique 350 millions de tonnes par an, donc c'est colossal. Et bon, on connaît un peu les chiffres, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. C'est pas acceptable. Il faut faire quelque chose pour mettre une fin à cette pollution plastique. Et Carbios y contribue en développant une technologie extrêmement innovante qui va permettre de recycler des plastiques qui aujourd'hui ne sont pas ou peu recyclables, en utilisant des outils biologiques que sont les enzymes. Alors, un peu comme sur une biotechnologie dans le domaine de la santé, il y a le principe dégradation par une enzyme qu'il va falloir prouver à l'échelle industrielle. C'est un peu ça le défi de Carbios. On en avait parlé l'année dernière dans le journal des biotech. Vous aviez levé des fonds pour financer la réalisation d'un démonstrateur industriel. Ça y est, on y est. Il a commencé, en tout cas la construction a commencé près de Lyon. Vous êtes accompagné d'ailleurs de Technip FMC pour l'ingénierie et le suivi de la construction de ce démonstrateur. C'est peut-être pas la dernière ligne droite, mais on peut dire que c'est une étape importante, cruciale pour Carbios, ce démonstrateur. Alors, c'est une étape incontournable quand vous avez pour ambition de licencier un procédé de chimie ou de biochimie. Il faut absolument passer par cette étape-là, qui est l'étape de démonstration, sans laquelle personne n'achètera votre licence. Donc, vous avez beau avoir fait du pilotage de procédés, avoir démontré à une certaine échelle que ça fonctionne, et nous, on l'a déjà fait. Donc, on a montré qu'on était capable de faire des bouteilles de qualité identique à une bouteille faite avec du plastique d'origine pétrochimique en utilisant des déchets plastiques. On a démontré qu'on pouvait le faire à partir de fibres polyester. Bon, mais ça ne suffit pas. Et donc, le rôle principal de cette unité de démonstration, qui est une mini-usine, comparé à un pilote qui est un gros laboratoire, on va dire, c'est de générer suffisamment de données de procédés pour être capable d'écrire ce qui s'appelle dans la profession un Process Design Package, qui est la Bible avec laquelle nous allons licencier le procédé. Donc c'est un énorme document technique dans lequel tout est décrit et avec lequel vous garantissez à votre licencié que votre procédé va fonctionner à l'échelle qu'il souhaite. Et donc pour ça, il faut tester différentes conditions de procédé, il faut tester différents déchets, différentes températures, différentes pressions, pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout fonctionnera bien à grande échelle en utilisant ce qu'on appelle les scale-up factors qui sont standards dans l'industrie, que des sociétés comme Technip FMC maîtrisent très bien et vous disent ce type d'équipement, vous avez un facteur de 30, vous avez un facteur de 100 parce que l'histoire a montré, ou la technique, les calculs montrent que ce que vous démontrez à l'échelle 1, ça va toujours fonctionner à une échelle 30. Voilà, c'est ça le rôle. Donc, c'est vraiment crucial, cette étape. Alors, vraiment crucial. On a dit, la mise en opération, elle est prévue au deuxième trimestre 2021. Ça arrive très vite. Oui. C'est à peu près ça, voilà. Oui. Et de même que dans une biotech médicale, est-ce que vous allez communiquer des données finales en cours sur le rendement, justement, sur la capacité à upscaler la production? Comment vous allez communiquer à partir du moment où ce démonstrateur va commencer à entrer en fonction? Je pense que la communication vraiment importante sera celle lorsqu'on dira que Carbios a identifié un premier licencié potentiel qui deviendra un premier licencié contracté, on va dire. Et ça va se passer entre maintenant et fin 2021. On espère trouver, on travaille de façon très sérieuse justement à trouver ce premier partenaire industriel qui, à la lecture justement des premières données techniques qu'on va lui montrer, va dire OK, je prends le risque, seul ou avec d'autres, je prends le risque de construire une unité qui va exploiter la technologie de Carbios. Cette fois-ci, une vraie usine en fait, c'est ça. Alors notre concept repose c'est un concept de plug and play en fait. On va brancher une unité qui opère notre technologie sur une ligne existante de fabrication de PET. Donc on fait l'économie de toute la partie polymérisation. On se dit que c'est pas notre métier. Il y a des gens qui font ça depuis 40 ans, ils le font très bien, de façon très efficace. On ne va pas leur apprendre à faire du PET. En revanche, on va leur apprendre à faire les monomères du PET à partir de déchets. Ça, ils ne savent pas faire. Et on va leur apporter des clients qui veulent acheter du produit fait à partir de notre technologie, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de technologie dans ce métier du recyclage de plastique. Et je vous renvoie à un article qui est paru dans Science au mois de juillet de cette année,
qui conclut que pour mettre une fin à la pollution au problème de la pollution plastique dans le monde, il faut 3 choses. La première chose, c'est un effort global coordonné. La deuxième chose, c'est plus de collecte de plastique usagé. Et la troisième chose, c'est plus de technologie. Et nous, on contribue à ça en apportant notre partie, la technologie. Et nos partenaires contribuent aussi à l'effort global coordonné. Donc, je pense qu'on est engagé sur un long voyage maintenant qui va prendre plusieurs années, vertueux. On est en train de changer la façon dont on fabrique les plastiques. On est en train de changer la façon dont on collecte les plastiques usagés. Et tout ça pour mettre fin à ce problème de pollution plastique. Parce qu'encore une fois, le plastique, ce n'est pas un problème. Le plastique, c'est une solution. Le vrai problème, c'est le déchet en plastique. On l'a vu, cet article d'ailleurs avait occasionné une belle réaction du titre en bourse. Donc je retiens quand même l'espoir de signer une première licence durant l'année prochaine en fait. Alors de signer un début, ce ne sera probablement pas une licence, mais ce sera une marque d'intérêt. Peut-être, voilà, un gros pétrochimiste, fabricant du PET, qui va exprimer son intérêt pour la technologie Carbios. Et sous réserve de vérification d'un certain nombre de choses, s'apprêtera à acheter une licence chez nous. C'est un peu notre modèle. Ouais. Il y a aussi, Martin Stéphan, ces nombreuses alliances qui crédibilisent votre offre avec des poids lourds de l'industrie, L'Oréal, Nestlé, PepsiCo, Suntory. Sous quelle forme vous pensez qu'elles vont se concrétiser dans les années à venir si le démonstrateur remplit pleinement son rôle ? Alors, ce qui intéresse nos partenaires que vous avez cités, L'Oréal, PepsiCo, Nestlé Waters, Suntory. Alors, Suntory en France, c'est Orangina Schweppes, pour les gens qui ne connaissent pas bien, Suntory. Un gros groupe japonais de boissons. Exactement, très gros dans la boisson. En Angleterre, ils ont des marques qui sont très connues, très historiques. Au Japon aussi. Donc, ils sont très présents un peu sur tous les continents. Toutes ces grandes marques ont comme particularité d'avoir pris des engagements extrêmement agressifs et ambitieux en termes de développement durable. Parce que, elles ont, comme les autres, elles ont conscience qu'il faut faire quelque chose. Ils sont une partie, ils vont amener une solution. Donc, ils font partie de cet effort global et coordonné dont je vous parlais. Et donc, il faut absolument qu'ils tirent le marché. Et quand ils prennent l'engagement d'utiliser entre 25 et 50% de plastique recyclé dans leurs emballages à horizon 2025, pourquoi je dis que c'est ambitieux ? Parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est impossible. On n'y arrivera pas. Donc, il faut des nouvelles technologies. Et donc, nous, on y contribue. On n'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui apportent de la technologie dans ces marchés-là. Et il y a de la place pour plusieurs technologies. Mais il faut également plus de collecte. Et donc, ils contribuent aussi et ils nous aident à convaincre les gens qu'il faut convaincre pour changer la façon dont on collecte les plastiques usagés, massifier la collecte, collecter des déchets qui aujourd'hui ne sont pas recyclables parce qu'il n'y a pas de technologie. Et donc, mais demain, avec les technologies comme celle de Carbios, deviendront recyclables. Donc, dès aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir à la façon de collecter ces déchets. Je prends comme exemple les barquettes. Quand vous achetez une barquette dans un supermarché avec un produit frais pour votre déjeuner, c'est très souvent du PET, et c'est un type de PET, ce qu'on appelle un PET amorphe, qui n'est pas cristallin comme le PET des bouteilles, qu'on n'arrive pas à recycler, ou très mal. Il y a 1 million de tonnes de ce PET qui est mis sur le marché chaque année en Europe. Taux de collecte proche de zéro, taux de recyclage proche de zéro. Parce qu'il n'y a pas de technologie. Donc, le jour où la technologie de Carbios arrive sur le marché, le jour où il y a une première licence qui est accordée à un industriel, il faut que ces barquettes elles soient collectées, recyclées et mises devant les usines qui exploitent nos technologies. Et donc, c'est tout ça que nos partenaires vont nous aider à faire en passant le message. Nous, on n'est que Carbios, donc on fait ce qu'on peut, mais il y a aussi beaucoup d'efforts à faire au niveau européen. Chaque État membre de l'Union européenne doit faire ses efforts. Ouais. Il y a la question, bien sûr, aussi, il y a la question de l'engagement environnemental, vous l'avez dit, de grands groupes. Et puis, il y a aussi la question du prix, Martin Stéphan. Est-ce que c'est une option, ce plastique recyclé, complètement compétitif par rapport à des prix de la pétrochimie, dans un contexte où on s'attend, il faut le dire, sur les prochaines années, au moins peut-être les 2 prochaines années, à un prix du pétrole qui va rester très bas? Vous savez, moi j'ai fait des études d'économie. Et puis, j'ai pas mal travaillé sur les marchés, à vendre des produits, à en acheter. Et je constate que ce qui fait le prix, c'est pas le producteur qui décide le prix, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça, vous l'apprenez dans tous les manuels d'économie. Eh bien, c'est ce qu'on constate aujourd'hui.
Aujourd'hui, la demande pour les plastiques recyclés est énorme. L'offre est très limitée parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de technologie. Il n'y a pas assez d'infrastructures. L'Union européenne, la Commission européenne a évalué le besoin en infrastructures dans l'Union européenne à 4 milliards d'euros pour atteindre les objectifs de 2025, uniquement en infrastructures de collecte, de tri. Et il n'y a pas de technologie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix monte. Et on le voit aujourd'hui. Le prix du PET recyclé avec des technologies mécaniques, et donc ce qui existe, est pas mal. Hein, c'est de la bonne technologie. C'est pas vraiment du recyclage, c'est de la réutilisation. Mais ce produit, il est aujourd'hui 40% plus cher que le PET d'origine pétrochimique. Ce n'est pas parce qu'il coûte 40% plus cher, c'est parce que la demande est beaucoup plus importante que l'offre, tout simplement. Donc, moi, le prix, je ne sais pas quel sera le prix du produit fabriqué avec les technologies Carbios. J'ai une idée du coût. Le coût, il est bien évidemment supérieur au coût de la pétrochimie. La pétrochimie, dans le cas du PET, ils ont 40 ans d'expérience. Quand ils ont commencé à fabriquer des usines, c'était des usines qui fabriquaient à peu près 10 tonnes par jour. Aujourd'hui, 1000 tonnes par jour. 40 ans après, donc des niveaux d'efficience extrêmement importants. La plus grosse usine de PET aujourd'hui en construction au Texas, elle fait 800 000 tonnes par an de capacité, donc c'est des usines absolument gigantesques. Donc on ne peut pas espérer qu'une unité Carbios, le premier jour, elle va être compétitive avec la pétrochimie. C'est juste pas possible. Donc on sera plus cher, on le sait, mais on va avancer sur la courbe d'expérience et on sait aussi que notre procédé a le potentiel pour être à parité de coût avec la pétrochimie. Ce sera dans 6 mois, 6 mois après le démarrage, que ce sera 2 ans après le démarrage, on ne sait pas bien, mais il y a le potentiel y est. Il faut juste nous laisser le temps d'avancer sur la courbe d'expérience. Alors ça, c'est sûr, la grosse actualité de Carbios. Et puis, il y a à côté de ça aussi Carbios dans le plastique biodégradable avec votre filiale, Carbiolis. Et avec, là aussi, un additif Evanesto qui va être commercialisé. Je crois que c'est imminent, hein, puisqu'on vous parliez du second semestre 2020. Quelles sont vos ambitions, peut-être, dans ce domaine précis? Alors, Carbiolis met en œuvre une autre technologie de Carbios, qui est également extrêmement innovante. Et en fait, il y a 2 innovations dans cette technologie de Carbiolis. La première innovation, c'est l'enzyme elle-même, donc l'enzyme très efficace pour dégrader le PLA, l'acide polylactique. Et la deuxième technologie, c'est comment faire pour qu'une enzyme, qui est un outil biologique assez fragile, reste efficace, reste utile après un processus d'extrusion à 170 degrés centigrades. Et quand vous dites ça à un biologiste, vous dites je vais prendre une enzyme, je vais l'injecter dans du plastique à 170 degrés et l'enzyme va rester active. Et il me dit j'y crois pas, c'est pas possible. Si c'est possible, on a réussi à le faire. Donc c'est 2 innovations en une. Et donc on amène vraiment une propriété supplémentaire au PLA. Alors le PLA, Total a annoncé hier son souhait de fabriquer à Grand Puy, donc le site de la raffinerie qui est en train de fermer, une usine de PLA de 100 000 tonnes par an. Qui fait suite à l'usine, enfin c'est Total Corbion en fait, c'est la JV avec Corbion. Ils avaient déjà fait une usine en Thaïlande qui a démarré cette année ou l'année dernière de 75 000 tonnes, qui est déjà complètement saturée parce qu'il y a une très forte demande pour ce bioplastique qui est le PLA, qui n'est pas très cher pour un bioplastique, qui a de très bonnes propriétés mécaniques et donc qui devient de plus en plus un matériau de choix pour l'emballage de certains produits. Seul petit problème, c'est qu'il n'est pas biodégradable très facilement. Grâce à la technologie de Carbios qui est mise en œuvre par Carbiolis, on ajoute un additif dans le plastique qui le rend biodégradable dans des conditions naturelles. Ça veut dire que dans un composteur naturel, chez vous, donc c'était ce qu'on appelle les labels Home Compost, vous mettez une barquette en PLA, elle va se dégrader en 200 jours et vous ne la verrez plus parce que le PLA va se dégrader en acide lactique, qui est une source de carbone pour la plupart des micro-organismes qui sont présents dans l'environnement. L'acide lactique, le corps humain en fabrique très régulièrement. Enfin, c'est un produit très, très banal, qui n'est pas un produit chimique, c'est un produit naturel. Quelles sont vos ambitions commerciales? C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais quand même, quelle taille de marché vous visez sur cette innovation précise pour Carbiolis, absolument? Les ambitions de Carbiolis, c'est d'être présent sur les marchés où vraiment la valeur apportée par cette innovation est reconnue par les donneurs d'ordre. Donc ça va de l'emballage souple, donc les films. Et de plus en plus de gens se posent des questions sur comment faire que
faire en sorte que les films soient biodégradables. Ça peut être les films de paillage agricole, c'est aussi un marché d'intérêt. L'emballage rigide, je parlais des barquettes, ça peut être les barquettes, les pots de yaourt, les capsules de café, donc de très grandes ambitions. Ça va prendre un peu de temps, mais rapidement, ça va se diffuser. On avait mis dans nos plans, dans nos business plans de Carbios, augmentation des capacités de PLA, mais bon, après, ce n'est pas nous qui décidons. Et là, Total Corbion vient d'annoncer 100 000 tonnes supplémentaires. NatureWorks, qui est l'autre gros d'un producteur américain de PLA, vient d'annoncer un dégoulotage de son unité aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le marché est très tendu en ce moment. De plus en plus de gens demandent du PLA et il n'y a pas énormément de capacité de production, mais c'est en train d'arriver sur le marché des nouvelles capacités de production qui vont rendre le marché adressable par Carbios de plus en plus attractif. Question peut-être un peu provoque, Martin Stéphan. Si le démonstrateur donne toutes ses preuves, et c'est vraiment tout le mal qu'on vous souhaite, comment vous voyez l'avenir de Carbios ? Est-ce que c'est un avenir où la société va grandir, ou est-ce qu'elle ne risque pas finalement d'être avalée un de ces jours par un de ces grands partenaires industriels qui vont être très contents de mettre la main sur cette technologie ? Peut-être. L'avenir de Carbios, je le vois brillant. je dis souvent, on a la technologie. On a démontré que ça marchait. On a écrit un article dans Nature. On a 34 brevets. On a des partenaires. Des clients potentiels. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est des idiots, quoi. Donc, on va y arriver, ça c'est sûr. Moi, j'en suis persuadé. On n'a pas le droit à l'échec. Bon. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on pourrait intéresser quelqu'un ? Peut-être. Vous savez, on vit dans un monde capitaliste, c'est comme ça. C'est grâce à ça qu'on a été financé, grâce au capitalisme, puisqu'on a fait plusieurs levées de fonds en bourse. Et donc, si demain, un producteur de PET, un producteur d'enzymes veut nous acheter, il nous achètera en bourse. Et puis voilà, après, c'est la loi du marché, je dirais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je n'ai pas de jugement à porter, ça peut être bien. Justement, parce que ça ne met pas en péril, en tout cas, la technologie. Si quelqu'un nous achète, c'est qu'il a un intérêt pour la technologie. On va finir justement sur le cours de bourse avec une progression assez incroyable depuis le début de l'année. On est quasiment à plus de 200%, je crois que c'était plus 190 à peu près. Vous êtes désormais valorisé à peu près en bourse, on va dire un petit peu plus de 200 millions d'euros. Et puis on regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Alors vous allez peut-être me dire que ce n'est pas tout à fait votre concurrent, vous n'êtes pas peut-être tout à fait placé sur la même technologie, mais on trouve Loop Industries qui est aussi un peu dans ce principe du recyclage du PET, qui pèse près de plus de 500 millions de dollars, le double. Est-ce que ce serait raisonnable de penser que ce serait une valorisation complètement légitime également pour Carbios ? Bien sûr, bien sûr. Je prends souvent cet exemple. Loop Industries, c'est des gens très bien, une société canadienne, cotée sur le Nasdaq, qui développe un procédé de recyclage du PET qui est très différent du nôtre, puisque c'est de la méthanolyse, ce n'est pas de l'hydrolyse enzymatique. Mais je pense que, vu la taille, vu la demande qu'il y a pour du plastique recyclé, il y a de la place pour plusieurs technologies, en tout cas pour les 5 prochaines années, on va dire. Puis dans 5 ans, le marché dira le meilleur restera, le plus efficace. Mais je pense qu'au début, il y a de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. Et donc, très bien, Loop est un petit peu en avance sur nous en termes de maturité. Je vois que vous êtes très bien renseignés, ils sont valorisés un peu plus de 500 millions de dollars. Et c'est souvent l'exemple qu'on prend, nous. On dit, écoutez, il n'y a pas de raison que Carbios ne soit pas valorisé aussi sur ces chiffres-là. Bon, pour finir rapidement, Martin, quel grand rendez-vous vous donnez à l'investisseur particulier qui nous regarde dans les mois à venir ? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller du côté de Carbios ? Alors, les partenariats, je vous en parlais, les partenariats avec un producteur de PET, je pense que ça va être important. Ça peut arriver dans les 6 à 12 mois. Et puis, suivre la construction de l'usine de démonstration, parce que je n'ai pas de souci particulier. On aura sûrement des mauvaises surprises, mais qui sont classiques dans ces projets de construction de sites industriels. Vous avez toujours des petits délais à droite à gauche, une pompe qui n'est pas le bon diamètre, la bonne puissance. Bon, ça fait partie des contingents quand vous prenez des risques industriels, donc ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais donc on va la construire, cette usine. On a des très bons partenaires. Après, est-ce qu'elle démarrera pile poil le 1er juillet 2021 ou le 30 septembre 2021, je ne peux pas encore vous le dire, mais ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est important, c'est qu'on soit au rendez-vous, être capable d'octroyer notre première licence fin 2022, début 2023. Et pour ça, il aura fallu identifier un partenaire potentiel 6 mois à 12 mois avant pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble, commencer à travailler aussi avec nos partenaires brand owners qui sont très intéressés, qui veulent rapidement être sur le marché
pouvoir acheter du produit qui est fabriqué par la technologie Carbios. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir suivre. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude majeure. Je veux dire, comme je vous disais tout à l'heure, on a déjà démontré que la technologie fonctionnait. On l'a rendu public puisqu'on a publié un article dans Nature, sachant que c'était breveté. Donc, énormément d'équipes académiques sont en train de reproduire nos expériences et se rendre compte que ça fonctionne. On a fait des bouteilles à partir de bouteilles, on a fait des fibres à partir de fibres, on a fait des fibres à partir de bouteilles. Enfin bon, donc tout ça marche. Donc après, il faut que ça se fasse, quoi. Mais ça prend du temps parce que c'est le temps de la chimie qui peut être un petit peu long, qui est un petit peu plus long peut-être que la technologie digitale où vous imaginez qu'en 2 ou 3 ans, hop, vous savez, vous êtes valorisé des centaines de millions. Bon, nous, il faut peut-être un petit peu plus de temps, mais moi, je suis très confiant. Il y a un vrai défi environnemental à relever. Il y a un vrai besoin dans la société. Il faut relever ce défi. Il faut mettre fin à la pollution du plastique. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette. Et c'est ce que décrivait très bien l'article dans Science. Donc, un effort global, coordonné et plus de technologie. Bon, et on va donc suivre avec intérêt la construction de ce démonstrateur. Merci beaucoup, Martin Stéphan, d'avoir été sur le plateau du Journal des Biotech. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.